Salut à toutes, salut à tous. Dans la suite de notre formation, nous allons explorer les différents types de tokens à la suite en fait de la partie de la tokenisation dans laquelle nous avons parlé auparavant. Donc là, on a parlé en fait on a parlé en fait sur les différents types de tokens. Qu'est-ce que c'est que le token en définitif? Et la différence en fait entre le token et une pièce ou un actif cryptographique, c'est-à-dire comme Bitcoin. Un coin est un actif cryptographique qui possède sa propre blockchain. En l'occurrence Bitcoin. C'est pourquoi on les appelle parfois des jetons natifs. Ça prête à confusion, je sais. Tandis qu'un token fonctionne sur une autre blockchain. Un token par exemple, un token d'une d'une boulangerie par exemple ou qui est lié à un actif immobilier par exemple. Une autre chose à garder à l'esprit, c'est que les pièces peuvent être utilisées principalement pour les paiements, ce qui est le cas en fait pour l'Ethereum et pour Bitcoin, tandis que les jetons ou les tokens ont des utilisations multiples, qui incluent les paiements, mais pas seulement. Et donc nous avons plusieurs types de tokens. On a les currency tokens, c'est-à-dire les tokens avec lesquels nous pouvons payer, les platform tokens, security tokens, transactional tokens, utility tokens, governance tokens. Donc les crypto-assets, c'est-à-dire les actifs crypto, sont en fait un ensemble de typologies de tokens. Euh, qu'est-ce que c'est que des currency Qu'est-ce que c'est que des currency tokens? Les currency tokens, ce sont en fait les tokens qui nous permettent en fait de des tokens qui nous permettent en fait de faire des achats comme le Bitcoin, comme le Litecoin, comme le Dash. Ça, ce sont des tokens en fait qui peuvent, ce sont des currencies en fait, ce sont pour acheter, pour vendre services ou autres. Le BTC étant la figure de proue en fait de ces currency tokens. Les plateformes tokens comme l'Ethereum, le Neo, les EOS, qu'est-ce que c'est? Quelle est la définition en fait de plateforme token? Ou les jetons de plateforme, ils sont conçus pour prendre en charge une application décentralisée, les DApp. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé, les DApp, c'est l'acronyme en fait de Decentralized Application sur la blockchain. Par exemple, le protocole Uniswap est une application décentralisée qui permet aux utilisateurs d'échanger différents types de jetons Ethereum avec d'autres jetons Ethereum grâce à l'utilisation de contrats intelligents. Donc les plateformes tokens, il y a des contrats intelligents en fait qui régissent ces tokens-là. Ils ont leur propre jeton, le jeton UNI ou le jeton Ethereum ou Neo ou EOS. Au début, il était surtout donné à ceux qui investissent dans le protocole Uniswap. Je parle par exemple du jeton UNI. Il est également connu pour être un jeton de gouvernance, mais nous y reviendrons plus tard. Les security tokens. Les security tokens, qu'est-ce que c'est? Ou les jetons de sécurité, ils sont censés représenter la propriété d'un autre actif. Là, on ne parle pas en fait de acheter des services, mais ce sont des tokens à des, euh, qui sont adossés à des biens immobiliers, par exemple, comme des actions. Disons que vous voulez acheter de l'or. Ça, c'est un exemple. Vous voulez acheter de l'or, mais que vous ne voulez pas en être le propriétaire. Quelqu'un pourrait créer un jeton dont la valeur changerait en fonction du prix de l'or réel. Au lieu de posséder l'or, avec un jeton, vous en possédez une représentation. C'est-à-dire, vous ne possédez pas l'or en lui-même fongible qu'on peut toucher, mais vous le possédez via des jetons. Ces jetons-là sont censés être beaucoup plus sûrs. Pourquoi? Car il est beaucoup plus difficile de pirater un token Ethereum que de s'introduire chez quelqu'un.
La blockchain permet cela. Elle est immuable, elle ne peut pas changer. Dès que c'est validé, une transaction, elle reste et elle est tracée ad vitam aeternam, tant que la blockchain résiste et tant que la blockchain vit. Donc le problème est qu'il faut qu'il y ait un actif réel correspondant au jeton que vous possédez. Donc un fraudeur pourrait créer un token et demander aux gens d'y investir sans avoir d'or réel. Ça, c'est parmi les choses qui peuvent arriver. Les transactional tokens, ici, on les voit ici, comme le Ripple, le Stellar Lumens, l'IOTA. Les transactional tokens, c'est quoi? Ce sont des jetons de transaction. Et ils sont utilisés comme un moyen facile et rapide de transférer de l'argent. Ils fonctionnent souvent comme des monnaies traditionnelles, mais pour certains cas, peuvent offrir des avantages supplémentaires. On est toujours sur le transactional token. Donc, ils offrent des avantages supplémentaires. Habituellement, ces jetons ont des frais de transaction ridiculement bas qui permettent aux gens de faire un grand nombre de transactions, ce qui les rend plus abordables que l'utilisation des systèmes traditionnels comme les banques ou PayPal. L'exemple du Ripple en fait comme étant un transactional token est un exemple réel, c'est-à-dire que c'est un transactionnel, on peut faire en fait des transactions via Ripple, mais les fees qui sont demandées dans ces transactions-là qui concernent le Ripple sont complètement peanuts par rapport à ce que appliquent en fait les tiers comme les banques ou PayPal. Donc là, on parle en fait de la suppression carrément en fait de ces tiers qui vont permettre de faire des transactions normales ou traditionnelles, ce sont les banques ou PayPal. Là, on parle de la blockchain Ripple, en fait, via laquelle, en fait, on peut faire des transactions à très, très moindre coût. Les security tokens, on en a parlé. Les plateformes tokens, on en a parlé. Donc, ce qui reste, ce sont les utility tokens. Qu'est-ce qu'est-ce que les utility tokens ou les jetons utilitaires? Les jetons utilitaires ont une valeur liée à leur propriété. Ils ne sont pas créés pour un investissement direct comme les jetons de sécurité. Ils peuvent néanmoins être utilisés pour payer des services dans leur écosystème spécifique. Je m'explique. Les jetons de sécurité sont simplement un moyen de stocker de l'argent. Security token. Il suffit de les acheter et de les conserver. Mais les utility tokens, quant à eux, peuvent être utilisés à des fins commerciales. Parmi les exemples de jetons utilitaires disponibles sur le catalogue, citons Golem, Basic Attention Token, le BAT, Basic Attention Token. Pour vous permettre de mieux comprendre ce concept, je voudrais prendre un peu de recul et vous expliquer le principe du Basic Attention Token. Un jeton utilitaire qui peut être utilisé pour faire de la publicité sur le navigateur Brave. Il y a un navigateur Brave en fait un navigateur Brave, je vais vous montrer cela. Alors, hop. Voici le navigateur Brave. C'est un navigateur en fait qui est issu en fait de l'utility token Basic Attention Token. Qu'est-ce qu'il permet de faire en fait Brave? Il permet en fait de bloquer, il a en fait des spécificités de blocage de publicité, c'est-à-dire les add-on adblock ne sont plus nécessaires. Il inclut en fait ces fonctionnalités-là. Et aussi en fait d'engranger en fait le token Brave, Basic Attention Token, le BAT, avec des publicités. C'est-à-dire, il te dit, est-ce que tu veux voir des publicités comme ça, tu vas être rétribué. Et au fur et à mesure, en fait, si tu acceptes, quand tu vois ces publicités-là, tu es rémunéré. Et après, tu as en fait un,
des Brave Rewards en fait que vous avez et vous pouvez en fait les demander, c'est-à-dire ces rétributions, vous pouvez les demander. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de voir des publicités et voilà, c'est le cœur en fait des utilités tokens, c'est-à-dire en fait ce sont des tokens qui sont donnés en fait à des utilisateurs pour des services donnés, tout simplement. Donc, pour la petite histoire en fait de Basic Intention pour le Basic Intention Token, le concept, euh, l'équipe à l'origine de ce jeton voulait se concentrer sur la création d'un système simple pour récompenser des créateurs en ligne. C'est ainsi qu'ils ont eu l'idée du navigateur, donc ils ont créé le navigateur Brave, qui est un navigateur web comme Google Chrome, mais axé sur la confidentialité. Il est beaucoup plus balèze là-dessus. C'est aussi une plateforme de publicité numérique basée sur la blockchain. Donc, c'est-à-dire de la publicité que vous, en tant qu'utilisateur, vous la voyez. Cette publicité, en fait, elle est connue dans la blockchain. Et donc, tant qu'il y a une visualisation de ces publicités, vous êtes rétribué. Donc, son fonctionnement permet aux éditeurs de contenu en ligne de gagner des revenus considérables, tandis que les annonceurs bénéficient d'une audience précieuse pour l'argent qu'ils dépensent en publicité. Donc voilà des utilités, les utility tokens. On va finir avec les governance tokens, les jetons de gouvernance. Qu'est-ce qu'ils permettent? Eux, ils permettent aux détenteurs de jetons de voter sur des sujets spécifiques. Donc quand il s'agit de vote, de gouvernance d'une entité, que ce soit une entité financière ou une entité juridique ou n'importe laquelle entité d'où sortent ces tokens-là, comme l'avenir d'un protocole ou d'une application. Les protocoles sont généralement décentralisés et n'ont pas de conseil d'administration. C'est-à-dire, le conseil d'administration, il est composé de qui? Il est composé de toutes les personnes, en fait, qui ont ces jetons de gouvernance. C'est-à-dire, il y a des jetons de gouvernance qui sont distribués et ce sont ceux-là, en fait, qui deviennent le conseil d'administration ou d'autorité centrale, ce qui rend les jetons extrêmement utiles si de grandes décisions sont nécessaires. L'exemple du jeton uni d'Uniswap, le jeton de gouvernance du protocole Uniswap fait partie de ce groupe. Par exemple, voilà, en théorie, les détenteurs de jetons unis pourraient choisir d'augmenter les frais de l'échange Uniswap de 0,3% à 0,7% par exemple, et tous les détenteurs de jetons seraient autorisés à voter sur cette question. Donc, donc voilà, ce sont des jetons qui vont donner beaucoup plus de pouvoir, qui donnent du pouvoir automatiquement à celui qui a tel ou le token adéquat pour décider sur des choses concernant tel ou tel token. Les clearance tokens sont construits sur leur propre chaîne de blocs indépendante et ne sont pas basés sur des actifs. L'exemple en fait l'exemple de Bitcoin, au contraire, leur valeur est directement liée au mécanisme même qui les distribue, c'est-à-dire l'offre et la demande et qu'est-ce qu'il peut acheter ou pas le blockchain, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il peut acheter ou pas. Plateforme de token, donc un DAI, ça c'est un DAI, c'est ce qu'on appelle en fait un stablecoin, il est égal à 1 euro. L'USDT aussi en fait, le Tether, l'US Tether, un US Tether il est équivalent à 1 dollar et ainsi de suite. Les utilités tokens, on va revenir pour finir avec eux, ils donnent accès un accès futur à un produit ou un service donné. Mettez l'exemple de Brave et de Basic Intention Token à l'esprit, tandis que l'argent que vous avez payé pour eux permet aux startups de lever suffisamment de capital pour développer réellement ce produit. C'est ça, c'est ça en fait les utilités tokens. Les security tokens, ce sont des tokens cryptographiques liés à une offre de titres. Ces tokens représentent la propriété légale d'un actif physique et numérique. Donc ils sont adossés, security tokens, ils sont adossés à un actif physique ou numérique qui a été tokenisé, qui est passé par la tokenisation, c'est-à-dire
il y a la partie régulatoire, il y a le token, il y a le check, du approve, il y a le service registry. Donc c'est tout un processus en fait qui donne la force de ces security tokens. Et donc la différence qu'on peut voir en fait entre les security tokens versus les utility tokens. Donc security tokens, ce sont des contrats d'investissement représentant la propriété légale d'un actif financier numérique ou physique qui a été vérifié dans la blockchain. Pour le utility token, il sert à un usage spécifique tel que l'utilisation sur une plateforme pour acheter un service spécial ou pour recevoir un traitement préférentiel pour des services dans un écosystème. Là, Brave, le, le, le navigateur Brave permet cela. Pour les security tokens, la valeur du token est directement liée à l'évaluation de l'entreprise émettrice du token, c'est-à-dire c'est à partir de cet actif une entreprise ou un bâtiment ou un business. Donc c'est cette valeur de cette business-là ou de ce bâtiment qui, qui donne en fait le prix exact de ce token-là, alors que pour les utility tokens, la valeur du token n'est pas liée à l'état actuel de l'évaluation d'entreprise. Donc ça, les utility tokens en fait, c'est- c'est- ils sont, ils sont beaucoup plus axés sur le service, c'est-à-dire l'aide aux startups, par exemple, sur le navigateur Brave, c'est-à-dire choisir de voir telle ou telle publicité pour une audience, en fait, pour les annonceurs, et en même temps, vous voyez la publicité, en même temps, vous êtes rétribué pour avoir vu telle ou telle publicité. Pour les security tokens, il y a un risque faible de fraude grâce à la réglementation. Mais pour les utility tokens, il y a un risque de fraude élevé en raison d'une réglementation insuffisante. Donc pour les security tokens, finalement, les investisseurs et les entreprises doivent se conformer aux tests de Howey. Actuellement, pour pour les utility tokens, peu de consensus sur la réglementation des tokens de crypto-monnaie de quelque nature que ce soit. Pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est que le test de Howey? Le test de Howey, en fait, c'est une technique d'analyse développée par la SEC, la Securities Exchange Commission, qui est l'équivalent américain de l'AMF, euh, afin de savoir si on est ou non face à un contrat d'investissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les security tokens, par des juges, quelques juges aux États-Unis, en fait, et un juge américain a estimé que selon le test Howey, quand il a passé en fait cette nature de ces tokens-là, des security tokens, il a dit qu'un token devait être considéré comme un titre financier. C'était en 2018, c'est un juge du district de New York qui a apporté un certain nombre de précisions sur le traitement que devait être accordé au token au regard de la SEC, c'est-à-dire de la Security Exchange Act of 1933. Donc cette décision a été rendue à l'encontre d'une mention soulevée par un défenseur, c'est-à-dire une question préliminaire qui a été soulevée avant le procès pour purger des points de droit spécifiques. Quelles sont les questions qui ont été soulevées pour les security tokens? En substance, est-ce qu'un token satisfait-il au OE test? Le Exchange Act est-il suffisamment clair? Donc ce sont des termes un petit peu comment dire, de réglementation, les notions de token et de Howey test s'entremêlent, et tout cela en fait pour que le statut du token, du security token, puisse avoir un statut légiféré, puisse prendre en fait le statut d'un titre financier en bonne et due forme. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé en fait sa valeur, il a prouvé en fait son adossement à quelque chose de réel, le faible risque de fraude et en fait l'envouement en fait pour ces contrats d'investissement, et on parle maintenant de l'immobilier qui est en train de se tokeniser au fur et à mesure. Donc voilà, c'était la petite histoire des différents types et typologies des tokens. Et c'est très intéressant, c'est quelque chose que je vous invite de s'approfondir. Ça va vous mettre en fait sur des rails de ce que c'est que l'économie de tel ou tel pays, quelles sont les lois qui les régissent et
et le point crucial, la réglementation de tout cet écosystème. Voilà, ce sont des sujets très intéressants à savoir et à connaître. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout de suite sur la prochaine partie de notre formation. À tout à l'heure.